Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire sur les communautés en entreprise. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Bonjour à tous. On va laisser les participants arriver au fur et à mesure. Alors, je vois que tout le monde est à l'heure. Déjà une trentaine de personnes connectées. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire donc, sur les communautés en entreprise. En attendant que tout le monde arrive, je vous invite à nous faire, en effet, mais ça a déjà commencé, un petit coucou dans le chat, nous dire d'où vous venez, etc. Nous écrire un petit mot. Bonjour Gaëtan, bonjour Marie, bonjour Nadège. Ça arrive au fur et à mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, vous pourrez poser toutes vos questions à nos deux invités, Clément et Édouard. Dans l'onglet questions, vous avez en haut à droite de votre écran, nous avons prévu une session d'environ 20 minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Voilà. Vous allez avoir donc une liste de questions qui vont être posées. Vous allez pouvoir liker celles qui vous semblent le plus pertinentes pour les faire remonter en haut de la liste. Comme ça, on les prendra par ordre de vote. Vous avez aussi un onglet sondage. Je vais vous envoyer quelques questions tout au long de ce webinaire. Voilà. On attend encore quelques minutes les derniers arrivants et on va démarrer le webinaire. Merci Nick qui fait un coucou à Édouard. Bonjour Laurent. Allez, on y va, c'est parti. Donc comme je vous le disais, une série de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc je vous invite à poser toutes vos questions au fur et à mesure des deux interventions. Voilà, on va prendre 20 minutes à la fin de ce webinaire pour vous répondre. Donc, je me présente, Lise Bachelier-Lubin, je suis directrice de projet de transformation chez Animaneo. Animaneo, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. C'est 21 animistes, c'est comme ça qu'on nous appelle et qu'on s'appelle. On est répartis sur Nantes et sur Paris. Et on a une mission commune qui est vraiment d'insuffler l'envie de faire autrement ensemble. On est tous convaincus qu'il est vraiment essentiel de travailler aussi bien sur l'organisation, sur la culture d'entreprise et l'innovation managériale pour pouvoir vraiment réussir un projet de transformation dans une entreprise. L'élément primordial étant pour nous d'obtenir vraiment une adhésion au projet de transformation et de développer une dynamique collaborative en impliquant tous les collaborateurs de l'entreprise à tous les niveaux. C'est pourquoi, finalement, le thème des communautés nous est cher, car il est pour nous évident que c'est un dispositif clé dans la conduite de changement des entreprises. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés deux invités qui vont prendre la parole tout au long de ce webinaire. On a donc un premier invité, Édouard Brezin, qui est responsable de l'activité de regroupement de crédit chez Finance Conseil. Il expliquera comment son directeur général, Johan Bouldet, a su impliquer ses collaborateurs dans le développement de l'entreprise en créant une dynamique collaborative autour des communautés d'innovation. Et notre deuxième invité, Clément Duport, qui est président cofondateur d'Animaneo.
Il vous fera un retour d'expérience sur un dispositif d'innovation participative ayant profondément transformé un leader mondial de l'agroalimentaire. Mais avant de démarrer, je vous propose une définition de la communauté, car derrière ce petit mot se cachent beaucoup de définitions et de réalités dans les entreprises. Donc, une communauté, c'est un groupe de personnes unies par une vision commune et qui agissent collectivement dans un but commun. On parle d'un groupe de personnes, ça peut être une personne morale, ça peut être une personne physique, tout dépend si on parle de communauté au sein d'une entreprise ou une communauté entre entreprises. Et c'est vrai qu'une vision commune, c'est important parce que quand on a une communauté dynamique, engagée, on a toujours une vision dans cette communauté, une ambition commune pour tous les membres qui permet finalement de formaliser le pourquoi de cette communauté. Et agissent collectivement dans un but commun. Là, on va parler de raison d'être dans ces communautés et le fait de faire collectivement. Les membres, ils vont faire, ils vont agir, ils vont créer, ils vont apprendre des choses ensemble. Et c'est l'essence même d'une communauté. On peut confondre parfois le terme de communauté avec celui de réseau, mais dans une communauté, on va vraiment travailler sur la confiance, développer la notion de confiance, qui est le terreau des organisations communautaires pour que chacun contribue et s'implique dans ces communautés. Il est vraiment essentiel d'avoir un socle de croyances et de valeurs communes. Alors, il existe plusieurs types de communautés d'entreprise. On peut parler de communautés de managers, par exemple, pour faire de l'innovation organisationnelle, de l'innovation managériale. On peut parler de communautés d'expertise, de rôle, de communautés de pratique qui sont plutôt là dédiées à un développement de pratiques, de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils. On peut parler de communautés, par exemple, de product owners, de scrum masters, de facilitateurs. Et puis, on peut aussi parler de communautés ouvertes sur l'extérieur de l'entreprise avec des partenaires, des fournisseurs, des clients. Donc, on voit qu'il y a une multitude de communautés d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de communautés d'innovation avec nos deux invités et comprendre comment elles contribuent au développement des entreprises. Donc, je me tourne maintenant vers nos deux invités et je commence par toi, Édouard. Tu es responsable donc de l'activité de recrutement de crédit chez Finance Conseil. Je rappelle, Finance Conseil, pour ceux qui ne connaissent pas, a été fondé en 2006 par Johan Bouldet. C'est le premier réseau national intégré de courtage en prêt immobilier avec 60 agences qui sont réparties sur toute la France, avec des prestations qui s'adressent aussi bien aux particuliers et aux professionnels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, Édouard ? Oui, donc bonjour à tous. Donc Édouard Brézin, j'ai commencé par mon pédigré, j'ai presque 49 ans, même si j'en fais à peine 40. Donc je suis effectivement responsable d'une activité un peu particulière dans le monde du crédit, puisque je suis responsable d'une activité qui permet de regrouper des crédits pour un peu baisser l'endettement de nos clients, pour éventuellement financer des projets. Je suis dans le courtage depuis maintenant 17 ans. Voilà, donc je me suis lancé dans ce courtage-là après une carrière d'ingénieur. Donc j'ai fait un 180 degrés dans mon parcours professionnel. J'ai créé ma propre structure dans le Sud-Est et ensuite que j'ai revendu au groupe Crédit Agricole. Et voilà, après j'ai navigué dans plusieurs sociétés. J'ai dirigé une société de courtage quand on était sous la coupe du Crédit Agricole et j'ai rejoint Finance Conseil il y a presque 2 ans voilà, pour développer cette activité-là. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir accompagner Finance Conseil dans le lancement des communautés, dont on va parler un peu plus tard. Voilà. Tout à fait. Merci Édouard. Je me tourne à présent vers toi, Clément. Peux-tu aussi nous parler de toi en quelques minutes et nous dire quelques mots sur ce qui t'anime au quotidien chez Animaneo? Ok, donc merci Lise, bonjour à tous. Donc Clément Duport, comme Lise l'a très bien décrit, je suis du coup cofondateur et l'heureux
membre d'Animaneo. Et du coup, mon travail dans Animaneo, mais depuis un peu plus longtemps que ça aussi, c'est d'accompagner des projets de transformation dans les entreprises. C'est un métier que je trouve absolument formidable, qui est au carrefour de plein de disciplines qui me passionnent depuis très longtemps. Voilà, et ça fait, à force de dire que ça fait 15 ans, ça va bientôt faire 20 ans que je fais ça. Après un petit passage par des phases où j'ai été entrepreneur multirécidiviste plutôt dans des domaines de l'IT et qui m'ont surtout fait découvrir que voilà, la dimension humaine, managériale, entrepreneuriale de l'entreprise m'intéressait tout particulièrement. Et donc, depuis ce temps-là, voilà, j'ai la chance d'accompagner des structures de taille et sur des secteurs très, très diversifiés. Et même un petit peu à l'international. Et alors, c'est pour ça, je pense que certains des participants m'ont déjà entendu pitcher sur ce retour-là. Mais c'est un petit peu mon fétiche, donc je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir parler de cette entreprise et en plus en résonance avec Édouard, dans la mesure où une part, je pense, de ce qui a été mis en place chez Finance Conseil s'inspire aussi un petit peu de l'expérience dont je vais vous parler aujourd'hui. Très bien, merci Clément. Bon, Édouard, je me tourne à nouveau vers toi donc pour parler des communautés d'innovation au sein de Finance Conseil. L'entreprise Finance Conseil vit une très forte croissance depuis ces 4 dernières années. On voit que le marché évolue très vite en termes de concurrence, de partenariat bancaire. Donc, c'est vrai que Finance Conseil a dû se diversifier et innover. Qu'est-ce qui a évolué dans ton entreprise et comment tu es venu l'idée de lancer cette communauté d'innovation? Alors en fait, comme tu le dis, on est dans un marché, comme beaucoup de marchés maintenant, qui évoluent de plus en plus vite, de par l'adjonction de nos nouvelles technologies, le fait de devoir grossir vite pour peser, surtout que nous on a un marché de courtage où on a des partenaires bancaires qui sont de plus en plus exigeants, donc c'est un peu la course à la taille et à l'innovation. Finance Conseil comme tu l'as dit, a très très fortement progressé en termes de chiffre d'affaires et surtout d'effectifs sur ces 4 dernières années, puisqu'il y a 4 ans, il y avait une 60aine de personnes, on est maintenant plus de 200. Et forcément, la question s'est posée de comment on pouvait accompagner ce fort développement. L'organisation telle qu'elle était ne permettait pas de faire face à cet enjeu. Donc, Johan Boulet, donc le président fondateur de Finance Conseil, a réuni ses associés, parce qu'on a une structure très particulière chez Finance Conseil, puisque sur les 200 collaborateurs, il y a à peu près 35 associés, donc qui ont des parts dans le capital de la boîte. Donc ça, c'est une volonté de Johan de faire participer au maximum ses salariés dans le développement de son entreprise et de les impliquer. Donc, il a réuni ses associés en disant, voilà, on grossit, maintenant, on va faire face à des enjeux d'organisation, d'agilité, etc. Donc, comment on peut faire pour le faire au mieux. Il y avait déjà une organisation chez Finance Conseil qui était très peu pyramidale. Encore aujourd'hui à 200, il y a seulement 2 niveaux de hiérarchie entre n'importe quel collaborateur est à 2 positions du président. Donc, on a une organisation déjà assez horizontale. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, comment on peut tout de même changer un petit peu cette organisation pour faire face à ces enjeux. Et donc, il a été décidé par le collège associatif de mettre en place une organisation matricielle avec d'un côté des business units, donc là où se fait le commerce ou là où se fait le business, et de l'autre côté des pôles support qui sont là pour accompagner le commerce sur plein de sujets. Ça peut être de RH, compta, communication, etc. Donc ça, c'était la première phase. Et ensuite, c'était de se dire, à un moment, est-ce que le collège d'associés ou le comité de direction, parce qu'on a un comité de direction de 5 membres qui est élu pour 3 ans, est en capacité seul de répondre aux enjeux de notre marché. Et la réflexion et la réponse a été de dire non.
finalement, il faut qu'on s'adresse aux sachants, et les sachants, c'est ceux qui sont tous les jours sur le terrain avec les clients, avec les prescripteurs. Et donc, c'est eux qui peuvent apporter le maximum de plus-value dans les réflexions qu'on peut avoir sur le développement de l'entreprise, aussi bien dans l'organisation que dans l'innovation ou de la création de nouvelles activités. Voilà, donc ça, c'est la démarche qui a été initiée et qui a fait que nous avons lancé des communautés chez Finance Conseil accompagnées par Animaneo. Très bien. Du coup, comment elles ont été lancées, ces communautés? Parce qu'on est passé de l'étape à dire on fait et on crée des communautés et le côté efficient, en tout cas la mise en action. Il y a eu une réunion de kick-off, il y a eu… Alors, en fait, il y a eu, comme tout a été initié par le collège des associés, il y a eu des chantiers prioritaires qui ont été décidés. Donc, il y a une dizaine de chantiers prioritaires qui ont été soulevés par le collège associatif. Bon, vous ne pouvez pas lancer 10 chantiers en même temps, hein, c'est surtout pour un démarrage de ce dispositif. Donc, on en a choisi 5. Et ces 5 chantiers ont été présentés à l'ensemble des collaborateurs par Johan, avec un appel à candidature en disant « Est-ce que vous seriez intéressé pour travailler sur ces sujets-là » Donc, il y a eu un appel à candidature auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc, à l'époque, nous étions à peu près 140, 150. Voilà, donc on a lancé les candidatures par un Google Forms, hein, tout bête. Voilà, est-ce que vous êtes volontaire? Oui, non. Et on a eu à peu près une 60aine de collaborateurs qui ont souhaité participer à ces communautés. Voilà, donc sur les 5 communautés, on a dû faire des choix puisque on peut pas, pour travailler efficacement, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Donc ça aussi, c'était un conseil que nous avait donné Animaneo. Donc on a limité la taille des communautés à environ 5 personnes. Donc on a actuellement, puisqu'on en a lancé 5, on en a relancé 2 pendant le confinement, on a 7 communautés, donc on a plus de 35 collaborateurs qui travaillent sur ces communautés. Alors ça a été le choix. Comment a été fait le choix des collaborateurs? Parce qu'on a fait des déçus forcément. Donc ça a été premièrement essayer de trouver une mixité régionale, parce qu'on a une société avec des agences réparties partout en France, et l'idée c'était aussi de donner du liant et de faire participer toutes les régions. Donc il y a une mixité régionale dans les groupes, une mixité de métiers aussi, une mixité hommes-femmes. Voilà. Donc ça, c'est le comité de direction qui a sélectionné les personnes qui intégraient ces communautés avec ces critères, ces principaux critères. Voilà. Donc une fois que ces personnes ont été sélectionnées, le comité de direction a aussi nommé dans chacune des communautés un référent. Donc je ne sais pas si je dois parler du rôle du référent moi, mais enfin le référent, il n'a aucun rôle hiérarchique dans la communauté. Il est juste là pour pour animer la communauté et porter ses messages auprès du comité de direction. Donc le référent, il a un rôle de produit dans la communauté, hein, il a juste un rôle supplémentaire de porter des messages. Et donc ces référents-là ont été formés sur une demi-journée, hein, pour leur expliquer le dispositif des communautés et puis quel était leur rôle au sein de ces communautés. Et ensuite, on a démarré, c'est-à-dire que chacune des communautés a été réunie pendant 3 demi-journées en présentiel. Alors en présentiel pour 5 et puis en distanciel puisqu'on était en confinement pour les 2 suivantes. Pour démarrer le dispositif avec l'explication du pourquoi des communautés, d'essayer de donner du sens à ce dispositif. Et ensuite, très rapidement, de rentrer dans le concret, c'est-à-dire en écrivant une feuille de route, alors au travers de méthodes qui nous ont été apportées par Animaneo, hein, de story mapping, de futur idéal, qui ont permis, dès la fin de ces 3 demi-journées, à l'ensemble des collaborateurs d'une communauté de repartir avec des tâches très concrètes à faire pour commencer les travaux. Donc, globalement, voilà les principales phases. C'est quoi le futur idéal? Le futur idéal, c'est de se projeter en fait sur. On a un thème, donc je peux vous donner un exemple. On a un thème, c'est diversification de l'assurance chez Finance Conseil. Voilà.
Donc, c'est de dire aux collaborateurs qui vous allez servir en termes de clients, de collaborateurs, etc. Et dans un temps donné, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans. Quelle est votre vision de où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en serez dans ce laps de temps-là? Vous avez fini vos travaux pour vous. Où est-ce que vous devez être arrivé? Ouais, donc, c'est vraiment pouvoir se projeter, quoi. On se projette complètement et on se dit, voilà, on a terminé, voilà ce qu'on a fait. Et ensuite, après, on revient en arrière. C'est un peu la méthode. Voilà. On revient en arrière pour voir toutes les tâches qu'on a dû mener à bien pour arriver au but ultime qui est la clôture de la communauté, puisqu'il a terminé son travail et le chantier est mis en production dans les business units. Ok. Et du coup, tu disais, donc chaque communauté, c'est 5 personnes, avec donc un référent, c'est ça? Ouais. Toutes ces personnes qui sont dans ces communautés, donc on disait 35 personnes impliquées dans cette communauté, quel temps leur était accordé? Parce que j'imagine que c'est du temps à passer quand même. Effectivement, donc les règles du jeu ont été données dès le départ, hein, c'est-à-dire que les collaborateurs devront effectivement donner du temps aux communautés. Donc, alors, pour vous dire un petit peu comment ça se passe, il y a chez Finance Conseil, il y a une réunion hebdomadaire qui se fait en visio parce qu'on est éclaté sur différents sites, qui dure entre 10 et 30 minutes. C'est une réunion de calage, en fait, par rapport aux tâches qu'on s'est affectées, de savoir où on en est, si on a des difficultés, etc. On n'est pas là pour résoudre des problèmes, on est juste là pour se caler. Et ensuite, s'il y a besoin de se caler, ça se fait dans d'autres temps. Et sur les tâches qui sont affectées aux collaborateurs, les collaborateurs prennent du temps sur leur temps de travail pour les mener à bien. C'est très difficile de mesurer le temps, ça va dépendre des moments, ça va dépendre des actions à faire, etc. On a une particularité chez Finance Conseil, c'est que l'ensemble des collaborateurs, c'est la culture de l'entreprise, hein, l'ensemble des collaborateurs sont hyper autonomes dans leur travail. Donc, il n'y a pas de système de pointage, etc. On fait confiance à nos collaborateurs et au final, on n'a aucune difficulté pour la gestion du temps qui est alloué aux communautés. Et si à un moment, on a notre quotidien fait qu'on ne peut pas travailler pour la communauté, c'est pas grave. Hein. On prévient la communauté, cette semaine ou pendant les 15 prochains jours, je ne pourrai pas faire d'action sur la communauté. Et puis c'est remis à plus tard. Ok. Donc voilà, pour la gestion du temps, c'est vraiment une gestion complètement autonome des collaborateurs au sein de la communauté. Et alors, ton rôle, Édouard, dans tout ça, qu'est-ce que tu faisais, toi, au sein des communautés Donc moi, j'ai accompagné le dispositif depuis le démarrage, donc sortie des décisions du collège associatif et avec l'accompagnement initial d'Annie Manéo. Donc j'ai un rôle de coordinateur des communautés parce que en fait, les communautés traitent des sujets différents, mais ils peuvent avoir des points d'achoppement ou des convergences, etc. Donc, il est important qu'il y ait un lien entre les communautés qui se créent. Donc, moi, je suis responsable de coordonner tout ça et de pouvoir faire que la communication entre les communautés soit fluide et qu'il y en ait déjà, qu'elle soit le plus fluide possible. D'essayer de détecter les bonnes pratiques dans chacune des communautés pour éventuellement en faire part aux autres communautés. Voilà, des difficultés rencontrées, et puis de faire des points réguliers avec Johan ou le CODIR sur l'avancée des communautés. Voilà. Donc toi, ton rôle, il est différent, j'ai envie de dire, du rôle de référent. Ouais. Il y a bien 2 rôles qui sont dissociés. On a le rôle des référents et le rôle, on va dire, de super animateur des communautés. Exactement. Ouais. Donc, moi, je suis pas du tout. Je me réfrène un petit peu. Hein. Je participe pas du tout aux tâches de la communauté. Alors, je peux donner de temps en temps, si j'ai une bonne idée, je peux en parler, hein, bien évidemment.
Mais voilà, je suis plus en vision macro, Macro. pour donner, voilà, pour que les communautés communiquent entre elles et aussi pour communiquer auprès de l'ensemble des autres collaborateurs du groupe qui ne sont pas dans la communauté. Ça, c'est un point très important, c'est la communication qu'on fait au sein de l'entreprise des travaux des communautés. On reste quand même tous avec une habitude de management assez pyramidale, etc. Et voilà, il faut beaucoup communiquer pour pas froisser les égos. Voilà. Donc la communication, je m'en charge et elle est très très importante. Justement, comment vous communiquez là chez Finance Conseil? C'est par quel canal? Alors il y a un canal. Alors le canal, on va dire hiérarchique, c'est au travers du CODIR, donc le comité de direction qui est partie prenante dans les communautés, puisque les communautés vont régulièrement challenger le comité de direction sur des besoins des besoins qu'ils ont détectés. Ça peut être des besoins financiers, des besoins en ressources humaines. Donc le comité de direction, lui, va communiquer auprès du collège associatif. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Et après, on communique via une newsletter mensuelle auprès de l'ensemble des collaborateurs où on explique ce que font les communautés, où elles en sont. Voilà, tous les gros points d'étape des communautés. Donc, une fois par mois. Que les référents aussi pitchaient. Oui, alors les référents, c'est ce que je disais, effectivement, les référents pitch assez régulièrement. Alors initialement, on le faisait juste auprès de Johan et puis on s'est dit que finalement, on allait faire des pitchs au comité de direction dans sa globalité pour justement que le maximum de personnes soient informées de ce qui se passait au niveau des communautés. Donc le référent, voilà, prépare un pitch de un quart d'heure, 20 minutes alors pas pour rendre des comptes sur le travail de la communauté, mais plus pour challenger le comité de direction sur des besoins, sur des directions qu'ils vont prendre, de savoir si on est cohérent avec la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc c'est en règle générale, ça se fait une fois tous les 2 mois. D'accord. Donc il y a un temps qui est consacré aux communautés par le comité de direction. Ok. Donc on a parlé. Est-ce que tu veux parler peut-être des outils que vous utilisez ou des choses en interne qui te semblent importantes pour pouvoir aussi animer et pouvoir mobiliser les membres de la communauté? Donc effectivement, alors il y a la crise sanitaire a fait qu'on a dû s'adapter, qu'on a dû encore plus utiliser d'outils qu'on aurait peut-être utilisé dans un temps normal. Alors notamment en lancement des communautés à distance, on a utilisé un outil qui s'appelle Klaxoon, voilà, qui permet d'aller mettre des post-it, voilà, de faire le story mapping, le futur idéal, etc. Tous les ateliers à distance. Et ensuite, sur le travail de tous les jours, on utilise un outil, c'est Teams de Microsoft, aussi bien pour faire les réunions mensuelles là, qu'on appelle des stand-up, des réunions qui durent entre 10 et 30 minutes, hein, donc en visio. Et dans Teams, on peut créer des canaux d'équipe dans lesquels on va pouvoir mettre des fichiers. Donc, le partage de l'information se fait au travers de Teams. Et on a aussi un outil qui est intégré dans Teams qui s'appelle Planner et qui permet de planifier les tâches, de les affecter, de leur donner des délais. Et on utilise ça pour gérer l'activité de la communauté. Ok. Très bien. Voilà. Après, en termes de ce dont je n'ai pas parlé, c'est en termes quand on parlait de la gestion du temps des collaborateurs. Donc, on a effectivement ces stand-up toutes les semaines. Et environ une fois tous les 2 mois, il y a une réunion en présentiel sur 1 à 2 jours qui permet de se poser, d'affiner la feuille de route, de voir de décrire une phase 2. Et ça, très sincèrement, rien ne remplace le présentiel pour travailler beaucoup plus efficacement quand il s'agit de traiter des sujets un peu plus macro et de rentrer après dans le détail. Top. Merci Edouard pour ce retour d'expérience. Je me tourne à présent vers toi, Clément.
Je crois que tu as un document que tu vas nous partager. Allons-y. Voilà. Pour nous faire donc le retour d'expérience sur le dispositif d'innovation participative chez un leader mondial de l'agroalimentaire. Dont on ne citera pas le nom. Dont on ne citera pas le nom. De NDA. Oui, donc, alors, rebonjour à tous. Merci Edouard pour ton retour. Je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais bien rebondir. Je vais essayer de le faire dans le retour d'expérience. Donc, en fait, dans ce retour d'expérience, je voudrais juste faire un tout petit crochet. Je vais essayer d'être très rapide, très synthétique sur la question de pourquoi est-ce qu'on cherche à innover dans les entreprises, pour soulever, en fait, à mon avis, trois questions ou réflexions, en tout cas, qui sont amenées par ce retour d'expérience, cette expérience vécue, en l'occurrence, en Thaïlande. Donc, je vais vous faire voyager un petit peu. Et alors, bien sûr, la première réponse immédiate, c'est que les entreprises cherchent à innover pour amener de la nouvelle valeur à apporter aux clients, et donc au travers de leur business model, traduire ça en valeur financière pour l'entreprise. Donc, c'est gagner des sous, faire de la croissance. C'est bien sûr un moteur important de l'innovation en entreprise. Mais je remarque aussi que l'innovation, et on a plusieurs expériences qui nous disent ça, c'est aussi un puissant moteur de mutation dans les entreprises. Donc, dans l'idée de vraiment chercher à amener des transformations dans l'entreprise, l'innovation, ça peut être un levier très intéressant aussi pour mener donc des évolutions internes de l'entreprise, indépendamment de l'impact que peut avoir l'innovation sur l'évolution des produits et services distribués par l'entreprise en question. Et puis, il y a aussi un aspect qui me paraît intéressant dans le management de l'innovation en entreprise, c'est que, à mon sens, il y a un peu une ligne de fracture entre deux façons de voir cette notion d'innovation en entreprise, et d'innovation d'ailleurs tout court. On peut se dire que l'innovation, c'est une capacité individuelle, au même titre que, je ne sais pas, la créativité, la déduction, l'induction, la représentation, etc. Et à ce moment-là, si on croit ça, en tout cas, le jeu des entreprises pour développer leur capacité d'innovation, c'est bien sûr d'attirer les profils qui ont les meilleures aptitudes à l'innovation. Et à l'inverse, on peut considérer que l'innovation, au contraire, c'est une activité sociale, et que finalement, peu importe les capacités individuelles des uns et des autres, le jeu, c'est de considérer que dans l'entreprise, au travers des collaborateurs, on a un stock d'idées, de savoir-faire, de capacités, de connaissances, et que c'est en secouant intelligemment ce stock d'idées, de connaissances, etc., qu'on produit de l'innovation à valeur ajoutée. Et donc, c'est une vision vraiment éminemment sociale, finalement, de l'innovation en entreprise. Et l'exemple que je vais vous montrer, mais c'est aussi, je pense, un peu ce dont témoignait Edouard dans l'exemple Finance Conseil, ça montre que ça a pas mal d'intérêt, de mon point de vue, de traiter l'innovation comme une fonction sociale, quand bien même il y aurait des aptitudes diverses parmi les collaborateurs. En tout cas, l'aborder sous un angle de fonction sociale, c'est intéressant, aussi parce que même quand ce n'est pas le premier objectif qu'on vise, quand on crée des dispositifs d'innovation largement participatifs en entreprise, on crée aussi au travers de ces dispositifs, à mon avis, une organisation qui aide fortement à la propagation des idées dans l'entreprise, à l'évolution donc des croyances, des comportements, des savoir-faire. Et c'est aussi typiquement ce qu'on vise quand on essaye de conduire des transformations en entreprise. Et donc, j'ai l'impression que créer des dispositifs d'innovation participative, ça aide fortement à conduire aussi des plans de transformation en entreprise. Alors, je vais en venir au Rex, là, pour le coup, et donc je vous ai dit que je vous ferais voyager un petit peu dans l'espace en vous emmenant en Thaïlande, et aussi un petit peu dans le temps, parce que je vais juste vous parler 2 minutes de ce que c'était que la Thaïlande des années 40, et c'est simple, la Thaïlande, en tout cas l'économie de la Thaïlande des années 40, c'est presque exclusivement du riz. Et dans cette situation où on a presque exclusivement du riz, on a une structure familiale, une toute petite exploitation qui est créée en 1946
et qui décident de faire autre chose que du riz, en l'occurrence de la canne à sucre. Et ils vont avoir de la chance, c'est qu'à cette époque-là, il y a un nouveau roi qui arrive au pouvoir, qui s'appelle Bhumibol Adulyadej. Alors, je suis toujours content de pouvoir prononcer son nom parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour le retenir et le dire avec fluidité. Donc, je rentabilise. Donc, Ramanov, Bhumibol Adulyadej, il va promouvoir en fait un plan de modernisation de l'économie thaïlandaise qui va durer 70 ans et qui vise justement à faire évoluer l'agriculture thaïlandaise vers des secteurs d'activité autres que le riz et qui ont un potentiel en fait de développement à l'international, d'exportation. Et donc, cette petite coopérative agricole va profiter de ce plan d'aide pendant quelques années. Et ils vont développer une redevabilité au travers de ça. Et cette redevabilité, elle va se concrétiser en 1954 au travers d'une première charte de valeurs qui parle de leadership, de dignité humaine, d'équité, de responsabilité sociale de l'entreprise. Et il me semble que dans les années 50, c'est assez original, assez avant-gardiste de développer ce type de charte de valeurs. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres entreprises qui aient fait ça dans ces années-là. Et surtout, en fait, au-delà d'écrire cette charte de valeurs, ils vont surtout, et c'est à mon avis la partie presque la plus intéressante, la plus puissante, créer un rituel, en fait, à partir de 1954, qui fait qu'à chaque fois que cette structure crée une nouvelle activité, lance un nouveau projet, une nouvelle branche, une nouvelle filiale, etc., la première réunion, elle consiste à réunir les leaders désignés pour porter cette nouvelle activité autour de la charte de valeurs et de se poser la question, avant toute chose, comment est-ce que cette nouvelle activité est aussi une nouvelle occasion de faire vivre ces valeurs quotidiennement aux collaborateurs. Et donc, cette manière très intense d'opérationnaliser comme ça cette charte de valeurs, elle va évidemment avoir plein de conséquences dans le temps. Par exemple, je prends un exemple sur le plan RH, par exemple, les RH dans cette entreprise ont notamment la vocation de développer un programme qui s'appelle Grow Together, qui est en fait le développement de l'intelligence collective à très grande échelle dans l'entreprise et qui a par exemple pour conséquence que chez eux, aucune fonction de l'entreprise, aucun poste n'a d'objectif individuel, ce ne sont que des objectifs collectifs et ça marche aussi par exemple pour le PDG de l'entreprise. Je passe un petit peu sur tous ces aspects-là, mais donc les effets sont multiples. Et je vais en arriver justement à cette notion de communauté, à l'émergence des communautés chez eux. Il se trouve que dans les années 95, ils sont devenus 10e dans leur secteur d'activité, ce qui est déjà pas mal. Mais devant eux, ils ont des concurrents brésiliens, indiens et américains, et ils découvrent que dans 20 ans ou 15 ans, ils vont mourir en fait. Ils vont mourir parce que pour des raisons purement climatiques, quand on plante de la canne à sucre en Thaïlande, on récolte moins de sucre que chez leurs concurrents, et en particulier chez les Indiens. Et par ailleurs, les chaînes logistiques, les coûts logistiques du sucre baissent globalement, et donc cette entreprise va se retrouver dans une situation de concurrence défavorable vis-à-vis de leurs concurrents indiens. Donc ils ont fait des projections comme ça qui leur montrent quand est-ce qu'ils allaient disparaître, et a priori, ils ne voient aucune solution pour s'en sortir. Donc ils sortent leur charte de valeurs, hein, comme toujours, pour résoudre cette problématique, et ils décident de s'orienter vers l'innovation, ce qui est tout à fait exotique à mon avis, et particulièrement dans des secteurs aussi conservateurs, je dirais, que ces activités sucrières. Et ils vont se dire, on va changer complètement la donne, on va transformer le groupe plus en une structure qui exploite et qui vend du sucre, mais on va s'orienter vers un business model qui consiste à développer des nouveaux procédés, des nouvelles technologies, et on va vendre ça sous licence. Donc, c'est vraiment un changement très, très radical de business model. Alors, pour faire ça, ils vont faire un certain nombre de choses. Je vais passer très rapidement sur les aspects cosmétiques, mais en tout cas, ils ont cherché à faire en sorte que leurs espaces de travail
soient porteurs aussi de cette dynamique d'innovation et dans une acception très participative. Encore une fois, l'objectif, c'est, si on suit la charte de valeurs, c'est de faire en sorte que tous les collaborateurs à terme puissent vivre cette expérience de vie au travail très, très positive, très collaborative, très favorisante de la communication et de l'entrechoquement des idées et des savoir-faire au sein de l'entreprise. Donc ça marche sur chacun des sites, d'une part, donc avec la mise en place d'un certain nombre de rituels, mais aussi d'espaces de travail adaptés, mais aussi sur des situations où les équipes sont éclatées sur différents sites, donc avec la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils qui leur permettent de vivre une expérience intense de collaboration et de travailler sur la qualité relationnelle, y compris dans des situations de fonctionnement à distance. Ça passe aussi par des lieux plus informels comme des salles de sport, etc., ce qui n'est pas si courant, à mon avis, dans les entreprises du début des années 2000. Ça passe aussi par un certain nombre de fresques, c'est assez marrant, donc un peu partout comme ça dans l'entreprise, on trouve des éléments qui rappellent ce pourquoi on est là, dans quel état d'esprit on fait les choses, avec ce fameux « Creating Value for Better Life », donc en créant de la valeur pour des vies meilleures, qui est la baseline du coup de ce nouveau business model développé par l'entreprise. Alors au-delà de toutes ces évolutions, j'en arrive du coup à la notion de communauté. Ils ont donc créé, en fait, et c'est vraiment on va dire le cœur du réacteur de cette transformation de l'entreprise, des communautés, qui initialement étaient portées, en fait, ils ont un laboratoire de recherche et développement, et ils ont pris les leaders de ce laboratoire de recherche et développement, et le PDG leur a demandé de créer des communautés, de devenir des leaders de communautés au sein de l'entreprise, avec l'idée de réunir dans ces communautés toutes les compétences de l'entreprise, tous les profils de l'entreprise, donc des ouvriers agricoles, en passant par les ingénieurs, les fonctions de support, etc., le marketing. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont délégué en fait des axes de la stratégie du groupe à ces communautés. Ce qui pour moi est un niveau de délégation supérieur en fait à la notion de projet, puisque là on ne va pas définir les attendus en termes de changements portés par des projets spécifiques, on va plutôt déléguer des pans entiers de la stratégie de l'entreprise à ces communautés et les laisser libres du coup de développer des projets, des actions, mais même carrément des chantiers, voire même des entreprises, on va le voir après, qui vont du coup réaliser les axes de la stratégie. Alors ça, c'est très bien de faire ça. Et donc, le PDG s'est mouillé aussi là-dedans, hein, puisqu'il était l'interlocuteur direct des référents, du coup, de ces leaders, donc référents de communauté. Ça, c'est très bien. La difficulté, c'est qu'on se heurte vite à un plafond de verre. C'est que dans le corporate de cette entreprise, ils sont 5000. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de patrons, beaucoup de leaders au sein de ce bureau de R&D pour porter l'ensemble des communautés, si on veut embarquer tous les collaborateurs. Et du coup, ça crée un goulot d'étranglement au sein du comité de direction, parce que pour prendre des décisions, quand on est 150, c'est très, très compliqué. Ou à l'inverse, ça nécessite de créer des très grandes communautés. Et comme le disait Édouard, la difficulté des grandes communautés, c'est que ça devient difficile d'être agile, d'agir vite, d'expérimenter des choses efficacement quand on est à l'inverse 150 dans la communauté. Donc, c'est là où, en l'occurrence, je suis intervenu en travaillant avec le directeur de l'innovation qui porte ce dispositif, avec l'idée de créer en fait un système d'élection en fait, de référents au sein des communautés, donc de laisser en fait les communautés libres de choisir leurs référents. Et en créant un dispositif de comité de direction tournant dans lequel on retrouve les fonctions régaliennes d'un côté, la direction financière, la direction des opérations, la DRH, etc. Et puis de l'autre, un quorum de référents de ces communautés qui se relaient au sein du CODIR pour prendre des décisions stratégiques avec le comité de direction dans l'idée de faire accélérer l'action de ces communautés. Alors d'un point de vue quantitatif, aujourd'hui il y a 235 communautés dans cette entreprise. Il y a, alors mes slides sont pas tout à fait à jour, je me rends compte, mais il y a environ 4000 collaborateurs qui participent à ces communautés. Il n'y a jamais plus de 20 collaborateurs dans une communauté. Il n'y a jamais plus de 10 personnes dans le comité de direction.
Pour les membres des communautés, donc les salariés qui participent aux communautés, ça représente 10% minimum de leur temps investi dans ces communautés, donc soit une demi-journée par semaine, et ça peut aller jusqu'à 100%, et je vais prendre un exemple après. Pour les référents des communautés, ça représente 1 jour par semaine, 2 jours excusez-moi, je me trompe, 1 jour par mois, consacré du coup à des speed meetings dont je vais vous parler juste ensuite, avec le PDG du groupe en l'occurrence, et 2 jours par an consacrés à leur présence dans le CODIR pour prendre des décisions stratégiques avec le CODIR. Et enfin, pour le PDG, donc qui est, vous allez voir, très actif dans cette démarche, ça représente 2 jours par semaine consacrés à des speed meetings avec les référents de communauté. Donc, ces speed meetings, ça dure 20 minutes. Il reçoit les référents à tour de rôle. L'objectif, c'est pas de reporting et comment je peux mettre les moyens du groupe au service de l'accélération de ta communauté pour aller plus vite dans la mise en œuvre, dans les expérimentations, et donc être capable de tirer des retours sur investissement plus rapidement de cette dynamique d'innovation. Et par ailleurs, il consacre 1 jour par semaine à son comité de direction. Pour info, il y a souvent 2 comités de direction, un le matin, un l'après-midi, le vendredi après-midi, ce qui permet d'augmenter encore le turnover des référents qui sont représentés au comité de direction pour prendre des décisions stratégiques. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est des speed meetings donc, qui sont réalisés avec le PDG. C'est surtout pas de reporting. Il ne s'attend pas à un compte-rendu du référent quand il le reçoit. Il s'attend plutôt à être challengé, à avoir des inputs qui lui permettent de mettre les moyens du groupe au service de la communauté et de son accélération. Et il y a un aspect qui est, à mon avis, très important aussi dans cette dynamique, c'est la notion de culture du feedback qui est très intense chez eux. Dans la mesure, par exemple, où à chaque fois que le PDG fait un speed meeting avec un référent, il va scorer ce temps passé avec lui, ces 20 minutes passées avec lui, en jugeant du fait de est-ce qu'il a réussi à m'apporter les bons inputs, est-ce qu'il m'a bien challengé, est-ce qu'il a des demandes claires à formuler vis-à-vis de moi, etc., etc. Et donc ce scoring, il va tomber dans la banette d'un dispositif RH qui accompagne les référents et qui accompagne les référents sous 2 angles. Un angle qui est un angle d'animation de la communauté, donc pour en faire les meilleurs accompagnateurs possibles, animateurs possibles de leur communauté, et de l'autre, le meilleur interlocuteur possible et du PDG et du comité de direction, puisque l'idée, bien sûr, c'est que le PDG ne peut pas prendre toutes les décisions lui-même, et donc quand il identifie qu'il y a une décision stratégique à prendre, il invite le référent à revenir en comité de direction pour prendre les décisions en question. J'arrête là, je voulais juste vous dire une toute petite chose, parce que je crois qu'il me reste 2 minutes. C'est que si on regarde en termes d'impact, en fait, de cette dynamique de communauté chez eux, on voit que, notamment, je vous disais que la participation à une communauté, ça va de 10% à 100% de son temps pour le membre d'une communauté, tout simplement parce que, par exemple, au fil du développement de ces communautés, il y a des activités qui se sont créées, des projets qui se sont créés, qui ont été jugés tellement pertinents, tellement stratégiques, tellement intéressants que des filiales carrément de l'entreprise ont été créées autour de ces communautés. Et donc, dans le dispositif qui est mis en œuvre, eh ben, il propose simplement aux membres de la communauté de faire partie de ces filiales, de devenir le staff managérial en fait, de cette filiale. Et ce qui va avec un plan d'accompagnement RH qui peut durer assez longtemps, puisque dans le cas de certaines de ces filiales, il y a par exemple des ouvriers agricoles qui sont devenus des patrons de filiales d'un groupe international. Ce qui évidemment en termes d'impact sur la marque employeur, sur la fidélisation des talents dans l'entreprise est extrêmement intéressant. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors, tu vas pouvoir continuer un peu, Clément, parce que c'est vrai qu'on va reposer la question finalement qui était la question phare de ce webinaire, c'est comment participe-t-elle au développement de l'entreprise? Quels sont les facteurs clés finalement de succès et les résultats observés? Et je crois que tu as encore quelques slides derrière justement à présenter à ce sujet par rapport à ton retour d'expérience. Très bien. Je pense que c'est important qu'on fasse le focus. Je te laisse la main, Clément, et puis après, je me tournerai vers Édouard
pour voir au sein de Finance Conseil, en effet, les résultats observés. Ok, donc c'est effectivement, donc c'est ce que je vous décrivais juste un tout petit peu avant. Par exemple, pour concrétiser un peu, vous partager un peu la façon dont il mène les choses, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans les axes de la stratégie, il y a un axe qui est le waste to value, donc la transformation de déchets en valeur ajoutée. Il se trouve que quand on fait du sucre à partir de la canne à sucre, on produit beaucoup plus de déchets qu'on ne produit de sucre. Et donc, ils ont cherché, pour des raisons écologiques notamment, mais aussi pour des raisons économiques, à trouver des axes de développement de valeur ajoutée au travers de ces déchets. Ils ont délégué ça à différentes communautés au sein de l'entreprise, et il y a une des communautés qui a une idée, c'était d'explorer l'opportunité de faire des substituts au bois pour l'ameublement à partir des déchets de canne à sucre. Et quelques années plus tard, eh bien, ils ont une structure qui s'appelle Wood Substitute, qui fait 37 millions de dollars de chiffre d'affaires et qui produit des panneaux d'agglomérés à base de déchets de canne à sucre substitués au bois pour l'ameublement. Les patrons de cette communauté sont les membres de la communauté qui étaient à l'origine de cette idée dans le corporate. Et au passage, il y a un certain nombre de personnes qui étaient effectivement des ouvriers agricoles. Un autre exemple, ils ont développé par exemple un autre axe stratégique, c'était la recherche de débouchés non alimentaires pour la canne à sucre. Ils ont exploré une voie qui était la transformation du sucre en éthanol, et donc la production d'énergie à partir de l'éthanol. De la même manière, quelques années après, une de ces communautés, à force d'expérimentation, puis d'avoir franchi un certain nombre de caps en termes d'industrialisation de ces expérimentations, a créé une filiale qui développe des centrales électriques à l'éthanol qui sont aujourd'hui installées au Laos, au Cambodge, en Australie, en Chine, etc. C'est une entreprise, par ailleurs, qui est lauréate d'un certain nombre de prix sur l'expérience salariée, la responsabilité sociale, etc., et qui a la particularité d'être l'entreprise la plus attractive et la plus fidélisante pour les jeunes de la génération Y, bien qu'étant une entreprise du secteur agricole. Et ça, c'est une sacrée performance, parce que déjà en Europe, c'est pas facile d'attirer des jeunes dans le secteur agricole. Mais alors en Asie, je pense que c'est 20 fois ou 30 fois plus difficile parce que l'IT est un attracteur vraiment trop fort par rapport à des métiers comme ceux de l'agriculture, par exemple. Et puis le dernier point, c'est que je me suis amusé en fait en observant un peu la dynamique chez eux, à essayer de voir quelle corrélation on pouvait faire entre l'accroissement des revenus du groupe, globalement, pas que j'entends ceux qui sont directement tirés par les produits d'innovation issus de ces communautés, mais vraiment le développement, la croissance globale en fait du groupe, et le taux de participation des salariés à ces communautés. Et alors, je pense qu'il faut toujours se méfier quand un consultant présente des statistiques. Donc, je n'échappe pas à cette règle, mais je vais plutôt vous parler d'une croyance, du coup. C'est que il y a et d'ailleurs, c'est pas que la mienne, c'est vraiment aussi le regard qu'ont les dirigeants de cette entreprise, de ce qui se passe dans la dynamique de ces communautés. C'est que, ils ont généré 160 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, du coup, tiré directement de ces communautés, ce qui représente un peu plus de 10% du chiffre d'affaires global du groupe. Alors malgré tout, c'est des activités qui sont à plus forte valeur ajoutée avec des marges supérieures, mais ça représente quand même pas 90% aujourd'hui des revenus du groupe. Pour autant, ils sont passés de la 10e place mondiale à la 4e place mondiale sur leur secteur. Et ça complètement à l'inverse de ce que leur prédisaient les indicateurs qui sont à l'origine de cette démarche. Et ça, tout simplement parce qu'en fait, ils ne l'ont pas fait exprès. c'est un élément collatéral. Mais un certain nombre des innovations produites par les communautés sont des innovations de procédés dont le groupe est lui-même consommateur. Il lui a permis d'augmenter considérablement ses rendements. Ça, c'est un premier axe, c'est l'axe structurel
qui leur a permis de passer de la 10e à la 4e place sur leur secteur d'activité. Mais il y a aussi un axe qui est beaucoup plus organique, qui est le fait que, et ça ils sont tous d'accord pour le dire, ils ont surtout gagné un levier d'engagement, d'attractivité et de fidélisation de jeunes talents dans l'entreprise qui, de leur point de vue, encore une fois, est un élément qui a joué considérablement dans l'amélioration de la performance globale et la croissance du groupe. Alors, et pour finir, c'est mon dernier slide, j'ai essayé de synthétiser un peu ce que, justement, dans le regard de mes interlocuteurs dans le groupe, un peu la recette, en fait. C'est-à-dire que, d'un côté, ils ont travaillé sur une vision à très long terme, une vision, j'entends, instanciée en particulier dans une culture managériale dans laquelle ils ont investi pendant 70 ans. Il faut préciser que cette entreprise n'est pas la seule qu'on accompagne sur les dispositifs d'innovation participative. Une des difficultés qu'on rencontre très souvent, c'est la résistance du management au développement en fait des communautés, parce que ça peut être assez vite perçu comme un contre-pouvoir. Et donc là, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'accompagnement à faire pour que le management ne résiste pas au développement de ces communautés, et au contraire qu'il en soit promoteur, évidemment. Alors, un des effets intéressants, ou des éléments intéressants dans la situation de Meatpall, c'est qu'à l'inverse, le management s'avère être un promoteur très très puissant du développement de ces communautés. Et ça, je pense qu'ils le doivent vraiment à tout l'investissement qu'ils ont fait sur leur vision, leur culture managériale, tout ce travail sur la charte de valeurs et son opérationnalisation. Le deuxième point, c'est considérer l'innovation comme une activité sociale et participative, du coup, avec l'ambition d'embarquer à terme l'intégralité des salariés. Et ça en s'appuyant sur justement des dynamiques collaboratives au sein des communautés, en travaillant beaucoup la qualité relationnelle, la relation directe entre les acteurs. Et tout ça, ça a été un moteur d'engagement, voilà, très, très fort dans l'entreprise, qui leur a fait gagner en fait une capacité de différenciation concurrentielle sur leur marché, en faisant de la performance opérationnelle d'un côté, mais aussi en développant effectivement des produits d'innovation. Hein, il faut savoir que un certain nombre de leurs concurrents historiques sont devenus eux-mêmes clients des innovations de procédés produites par ces communautés. Ils ont gagné aussi une capacité d'adaptation, voilà, au travers de ces communautés, avec la possibilité comme ça de renouveler, de repenser leur business model, de créer des spin-offs en fait de l'entreprise sur des business models qui exploitent les mêmes types de compétences, mais simplement dans d'autres directions en termes de création de valeur. Et puis le dernier point, c'est pour eux l'aspect le plus important, c'est qu'ils ont gagné des leviers considérables d'attractivité et de fidélisation de jeunes talents dans l'entreprise. Et si on s'accorde à penser qu'une entreprise, au fond, ça ne sont que des enjeux humains, c'est à quel point des personnes compétentes et engagées mettent leur énergie au service des projets de l'entreprise, ben, on peut comprendre qu'effectivement, ce soit un des aspects les plus intéressants qu'ils aient gagné dans cette dynamique. C'est bon, Clément. Merci beaucoup à toi pour ce retour d'expérience. Je me retourne vers toi, Édouard, pour comprendre justement aussi au sein de Finance Conseil qu'est-ce qui a été mis en place au travers de ces différentes communautés, qu'est-ce qui a éclos. Ouais, alors moi, on a beaucoup moins de recul que la boîte thaïlandaise, hein, parce qu'on a démarré ça il y a 1 an. Néanmoins, les retours, alors retour des collaborateurs qui sont membres des communautés est super positif. On n'en a pas parlé, hein, mais les communautés sont pas des cercles fermés et figés. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui souhaite quitter une communauté peut le faire, pas de problème. Un collaborateur qui souhaite rentrer dans une communauté qui a besoin de quelqu'un d'autre peut également faire rentrer quelqu'un. Pour le moment, on a une stabilité extrême des communautés, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de départ, on a plutôt eu des arrivées, hein, parce que la communauté avait besoin de compétences supplémentaires. Donc c'est quand même une preuve que même s'il y a un engagement personnel au-delà de son activité principale, les collaborateurs sont ravis de participer à ce dispositif.
C'est un élément qu'on met maintenant énormément en avant dans nos entretiens de recrutement. Hein, là, c'est pareil, Clément en parlait. Pour l'attractivité d'une boîte, on se rend compte avec que les collaborateurs ont de plus en plus besoin de sens, d'implication, de participation, etc. Et donc, c'est un vrai élément différenciant aussi dans notre phase de recrutement et dans la phase de fidélisation également, puisque, encore une fois, on donne du sens. Voilà, on n'est pas là que pour faire du chiffre d'affaires. Alors, c'est important, hein, parce que sinon, la société n'existerait pas. Hein. Et les communautés sont là aussi pour développer le chiffre d'affaires. Néanmoins, ça apporte un peu plus de sens, de participation. Et comme j'en ai parlé aussi chez Finance Conseil, l'implication chez Finance Conseil donne des opportunités pour intégrer le collège associatif. C'est un peu comme ça aussi la vision de Johan, c'est de dire voilà, je souhaite faire participer à mon entreprise des collaborateurs qui sont impliqués et qui ont un petit peu cet ADN, dans le sang pour accompagner la croissance de ma boîte. Et en termes de résultats, on va dire, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une communauté qui était sur la création d'une nouvelle activité. Ouais, donc la partie assurance, vous en êtes où par rapport à cette nouvelle activité? Donc, la communauté assurance qui a été lancée en fin février 2020 a quasiment finalisé sa mission puisque une nouvelle filiale a été créée en avril et l'activité est lancée courant du mois de mai. Voilà, donc en à peine un an, la communauté de 5 personnes a mis en place, a créé une nouvelle activité avec des nouveaux produits, des nouveaux process. Donc c'est plutôt assez efficace, je pense. Hein. Et du coup, c'est ces personnes-là qui sont impliquées dans cette nouvelle filiale ou c'est d'autres personnes? Non. Alors la communauté va rester active hein, pour accompagner le lancement. Il n'y a pas eu de velléité des membres de la communauté d'aller sur ce pan d'activité-là. Mais en tout cas, ils sont complètement impliqués sur le démarrage de cette nouvelle activité. Donc, on voit qu'il y a un réel, en tout cas, engouement pour ces communautés chez Finance Conseil. On a des résultats tangibles importants. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui a favorisé finalement la fluidité de ce dispositif? Parce que c'est pas donné à toutes les entreprises. Voilà, je pense que cette autonomie qui est donnée. Voilà, si on n'avait pas été accompagné par un collège associatif qui avait déjà cette vision de faire participer les collaborateurs au développement de l'entreprise et puis de se dire que voilà, il y en a peut-être plus dans la tête de 200 que dans la tête d'un codir de 5. Ça n'aurait pas marché. On avait une structure managériale qui était très légère, donc on n'a pas eu de frein au niveau des managers sur tu me prends un gars de mon équipe pour travailler sur les communautés. Comme ils étaient aussi les 3/4 des managers chez Finance Conseil sont des associés. Ils étaient déjà dès le départ impliqués dans le dispositif, donc ça a été beaucoup plus facile que ça se passe bien puisqu'ils étaient partie prenante dans le lancement de ce dispositif. Okay. Donc, je pense que on avait un terreau fertile chez Finance Conseil pour que ça fonctionne bien. Oui, il n'y a pas eu de gros freins, je dirais, au lancement. Non, à l'animation, au suivi, parce qu'il y a aussi… Le seul frein que j'ai pu noter, ça peut être au sein des communautés, quand on avait un manager, qui est pour le coup quasiment à 100% un associé, il y a toujours les freins de notre culture d'entreprise qui fait que la parole pouvait être un petit peu moins libre quand il y avait un manager associé que quand on avait une communauté dans laquelle on n'avait que des collaborateurs lambda sans être péjoratif. D'ailleurs, je vous ai mis un petit sondage, j'ai oublié de vous dire, je vous ai mis le premier, j'ai vu qu'il y avait déjà des répondants. Je vous avais posé la question, avez-vous au moins une communauté dans votre entreprise? Vous êtes 74% ont répondu oui, 22% non et 4% à venir.
on voit que voilà, c'est quand même ce dispositif, il est quand même largement aujourd'hui mis en place dans les entreprises. Et la deuxième question, qui va dans le sens de ma question à Édouard, c'est quels seraient, selon vous, les principaux freins au lancement d'un dispositif de communauté dans votre entreprise? Donc, ce serait soit la posture managériale, là, avec les quelques répondants, on a à peu près 30%, la gestion du temps, le manque de vision, la confiance et l'autonomie accordée aux collaborateurs et la communication. Je vous laisse répondre à cette question. Clément, est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à ces, notamment aux freins au lancement d'un dispositif de communauté? Ouais, ça me parle beaucoup, la question du coup de l'impact de la posture managériale. Alors de la posture managériale, c'est une chose, puis la position du management aussi vis-à-vis spécifiquement de cette notion de communauté. Pour moi, dans la notion de communauté, il y a effectivement cette notion de dimension sociale, la notion d'équipe, du coup, qui va avec, et donc tous les enjeux de cohésion, de collaboration que tu as évoqué, Elise, au départ. Il y a la notion d'intérêt commun, mais derrière la notion d'intérêt commun, en entreprise, j'ai l'impression que ça se traduit beaucoup par une notion d'objectif ou de périmètre, en fait, délégué à la communauté. Et cette notion de délégation, elle bypasse le fonctionnement vertical de l'organigramme. Donc, elle implique tout le temps une notion de transversalité dans l'entreprise pour moi. Et du coup, cette augmentation du poids de la transversalité s'oppose d'une certaine manière au fonctionnement naturel de l'organigramme, naturel au sens où tel que l'organisation a été pensée avec son système de management. Donc la résistance du management, ça me paraît être effectivement un point hyper important. Et donc tout ce qui est transmis notamment par la direction de l'entreprise dans cette idée c'est la dynamique qu'on cherche à créer de collaboration, de transversalité au travers des communautés, l'objectif d'accompagnement aussi à la transformation globale de l'entreprise. Tout ça, c'est des éléments aussi clés, à mon avis, qui permettent aux managers de digérer ça, de s'approprier en fait ça et de devenir partie prenante de l'évolution de ce fonctionnement vers un fonctionnement plus transversal avec les communautés. Donc ça me paraît être aussi des enjeux, en tout cas, très importants à adresser pour y arriver. Ok, merci. Je vous propose peut-être de passer aux questions. Je vois 10h17, bien, on est dans les temps. On a plusieurs questions qui ont été posées. Question de Charlotte. Existe-t-il des temps d'échange cross-communauté pour partager les bonnes pratiques et croiser les regards? Édouard. Ah, tu as Édouard, coupé ton micro. Je pense que tu as coupé ton micro, Édouard. Du coup, J'étais en train de lire une question et je t'ai pas suivi du tout. J'étais très mauvais élève. D'accord. Allez, on reprend. Il y a Charlotte qui pose la question. Existe-t-il des temps d'échange cross-communauté pour partager les bonnes pratiques et croiser les regards? Alors, oui, ça se fait plus à la demande d'une communauté ou de l'autre, qui, comme tout le monde a la formation sur les travaux qui sont menés par les différentes communautés, souvent j'ai des demandes des référents pour pouvoir soit faire intervenir un membre d'une communauté dans une autre communauté. Voilà. Après, sur le partage des bonnes pratiques, c'est plus moi qui fais le lien entre les communautés. Mais encore une fois, les communautés sont très ouvertes. Donc, s'il y a besoin d'intervenir dans une autre communauté, ça se fait. Vous faites peut-être des temps de rétrospective ou sur l'organisation et le fonctionnement? Oui, sur l'organisation et sur le fonctionnement, effectivement, de temps en temps, on pose le stylo pour regarder comment on travaille ensemble. Est-ce que c'est optimal? Est-ce qu'il y a de la confiance entre les collaborateurs? Est-ce que je parlais tout à l'heure de savoir si on pouvait tous dire, voilà, est-ce que les collaborateurs se sentent à l'aise dans la communauté? Donc, c'est un dispositif, la rétrospective, qu'on a fait sur un an, qu'on a fait deux fois à peu près par communauté. D'accord. Clément, tu veux peut-être
Oh non, bah, alors dans le cas de l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, c'est clairement le CODIR en fait est un lieu d'échange intercommunauté aussi, hein, puisque le PDG, quand il sélectionne les référents qui vont donc être au comité de direction pour prendre les décisions stratégiques, il les sélectionne aussi dans cette intention de créer de la transversalité. Donc au niveau du système de décision, en tout cas, ça se passe comme ça. Et ensuite, il y a effectivement dans la direction de l'innovation un dispositif qui en fait supervise, en tout cas cherche à créer de la cohérence dans la manière dont les communautés se partagent leur périmètre, parce qu'il y a d'abord une décision qui est prise de délégation des axes de la stratégie à chacune des communautés, mais il y a évidemment des recouvrements potentiels de périmètre entre ces communautés. Donc dans la direction de l'innovation, il y a un petit dispositif qui permet de vérifier ça, de regarder en fait où est-ce qu'ils en sont de l'émergence des projets et des périmètres de chacun de ces projets pour créer des synergies entre les communautés s'il y a deux périmètres qui sont proches l'un de l'autre. Et le dernier point, c'est qu'il y a une communauté, des référents de communauté. Et donc, c'est aussi un moyen de façon un petit peu proactive d'anticiper sur les besoins de coordination entre les communautés. On a une question de Benoît. Comment avez-vous valorisé les résultats obtenus par les communautés? Alors, chez Finance Conseil, alors, est-ce que on entend enfin, ça dépend ce qu'on entend par valoriser. Est-ce que c'est valoriser les collaborateurs qui ont travaillé sur les communautés ou comment on valorise les travaux effectués par la communauté? Là, encore une fois, pardon, un peu des deux. Je pense que c'est peut-être les deux. Benoît, tu nous diras. Alors, ça fait partie du travail des communautés aussi. Alors, si on parle de valorisation de leur activité, ça fait partie aussi du travail des communautés de s'auto-évaluer, enfin d'auto-évaluer leur travail, ou en tout cas de définir des indicateurs qui vont permettre de mesurer les résultats de leurs actions. Alors là, si je prends deux exemples sur deux communautés différentes. Sur la communauté d'assurance, bon, bah, c'est eux qui ont bâti un business plan. Bon, pour le moment, la société, la structure est bien d'être lancée. On verra dans le temps si leur business plan était cohérent et si effectivement ça apporte l'heure que ça était censé apporter à l'entreprise. On a une communauté qui a travaillé sur des méthodes de vente, sur donc, un point très précis de notre modèle de rémunération. Là, pour le coup, c'était beaucoup plus facile à mesurer. Donc, pareil, ils avaient défini des indicateurs et tous les 3 mois, ils évaluent ces indicateurs pour voir si effectivement leurs actions et ce qu'ils ont mis en place au sein de l'entreprise portent ses fruits en termes d'augmentation de chiffre d'affaires. Voilà. Après, si on parle de valorisation du travail des collaborateurs au sein des communautés, il n'y a jamais eu de carotte qui a été mise au départ en disant faites partie des communautés et il vous arrivera ceci ou cela. Non. C'était plus un engagement à titre personnel et, comme je le disais tout à l'heure, les collaborateurs qui font preuve d'engagement pour l'entreprise et qui vont un peu au-delà de leurs tâches quotidiennes sont souvent récompensés puisqu'on va on va généralement à terme leur proposer de faire partie du collège associatif. Ça ne veut pas dire que 100% des gens des communautés seront dans le collège associatif, mais là, ça peut être un objectif. Clément, rien de plus à... Alors, la valorisation, si je prends le cas de l'entreprise thaïlandaise, quand on devient associé, alors je retrouve d'ailleurs certains leviers de ce que décrit Edouard. Pour certains, c'est l'opportunité de devenir associé dans une filiale, de devenir de diriger une structure autour d'un business model qu'on a créé au sein d'une communauté. Donc ça me paraît en soi un élément de valorisation hyper fort.
Ça me fait penser à un autre cas. En fait, on a accompagné un autre dispositif d'innovation participative où on avait mis en place une monnaie, en fait, qui s'appelait le talent. Et qui visait à créer, alors là c'est encore plus ambitieux, enfin en tout cas c'est une autre ambition, de créer un dispositif de crowdfunding sur base de talents des idées portées par les communautés. Donc ce qui permettait aux collaborateurs qui investissaient en talents ou qui gagnaient des talents par leur implication dans les communautés, d'avoir accès à une boutique portée par les RH, qui leur permettait de partir en voyage, de s'acheter des équipements numériques, etc., etc. Et alors, l'idée, c'était pas que de faire des cadeaux, c'était aussi au travers de ces cadeaux de soutenir en fait des démarches de transformation de l'entreprise. Donc, par exemple, les voyages en question, il s'agissait de partir dans un endroit sympa, mais aussi d'assister à un séminaire, à une conférence, à un salon sur la transformation, par exemple, digitale de l'entreprise. Donc ça fait partie des idées que je trouvais assez pertinentes, assez intéressantes. Mais en l'occurrence, dans l'entreprise que je décrivais là, il n'y a pas ce type de dispositif, et pour autant, le dispositif d'innovation participative fonctionne vraiment extrêmement bien. On a une autre question de Benoît, mais je pense qu'on y a à peu près répondu. C'était a posteriori, quels sont les retours des membres des communautés ? Ça, on a plus ou moins répondu tout à l'heure, je pense. Autre question de Charlotte. Y a-t-il un engagement pris par les personnes qui s'inscrivaient à une communauté ? Alors, pas chez Finance Conseil, hein, il n'y avait pas de contrat. Donc, l'engagement, c'est un engagement moral de dire je participe à une communauté et je fais partie d'une équipe et voilà, si j'y fais partie, je mène à bien les missions ou les tâches qui me sont confiées. Et encore une fois, si à un moment mon activité professionnelle ne me le permet plus, c'est pas grave, je le dis et je sors de la communauté et c'est pas et on n'a pas un carton ni jaune ni rouge. Ça a toujours été le deal de départ. Les mêmes choses, en tout cas dans mon expérience. Ce que je peux dire, par exemple, c'est, Edouard tout à l'heure disait, tu posais la question, Lise, de savoir si donc la spin-off dont parlait Edouard, c'était les membres de la communauté qui en étaient les acteurs. Alors ça, peut-être c'est un peu contre-intuitif, en tout cas pour moi, mais souvent c'est pas mal de pouvoir dire aux membres d'une communauté, vous n'allez pas être obligés d'être les porteurs des projets qui sont issus de la communauté. Ça me paraît toujours assez étonnant. J'aurais toujours imaginé, moi, que ça crée plutôt un sentiment d'appropriation d'être à l'origine d'un projet. Mais en fait, l'expérience montre dans un certain nombre des entreprises qu'on accompagne que ça peut être un frein à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont inhiber leur capacité à proposer des choses parce qu'ils ont peur qu'on les rende ensuite responsables de ça et qu'on les force absolument à être les promoteurs, les réalisateurs du projet en question. Donc c'est moins, là je réponds moi en termes d'engagement des personnes dans la communauté que d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ces personnes, du fait de leur donner la possibilité de se désengager des projets qui sont issus des communautés. Yes. Edouard, on a une question pour toi de Laurent. Quel est le degré de précision de la feuille de route de chaque communauté ? On parlait d'objectifs, de moyens mobilisables, de budget dégagé, planning fixé par le comité de direction au départ. Ouais. Alors, il y a, quand les comités ont été lancés, la direction a communiqué sur le sujet et point barre. C'est-à-dire qu'initialement, ils avaient même commencé à travailler sur leur vision. On a fini par tout supprimer et on a juste donné le thème. Voilà. Donc, la communauté a 100% de latitude sur ses tâches, ses travaux, sur où elle veut aller et en combien de temps. Voilà. Et ce qui est très étonnant, c'est que en fait, ils sont aussi performants, voire plus performants que s'ils avaient un manager derrière qui lui dit attends, tu t'es engagé pour dans 3 mois ou dans 6 mois, etc.
Donc, totale autonomie. Alors, bien évidemment, si on parle de sous, s'il y a besoin de budget, là, forcément, la communauté va aller demander un budget au comité de direction, pour des montants importants. Mais pour le reste, sur le timing, sur leur livrable, etc., ils ont une totale autonomie. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, le comité, il n'y a jamais eu de réflexion d'un manager ou du comité de direction en disant qu'est-ce que vous faites, ça traîne. Non. Alors justement, il y avait une autre question de Laurent qui rejoint un peu, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de temps dédié justement pour permettre à chaque personne de s'investir dans les communautés ne freine-t-il pas la dynamique et la progression des projets? Non, parce qu'il y a un temps dédié qui est quand même la réunion hebdomadaire, de synchronisation entre les différents membres de la communauté. Donc, bon, à un moment, si un membre de la communauté qui ne peut plus ou ne veut plus s'impliquer, quand au bout de 3 ou 4 stand-up, il dira écoutez, moi, j'ai rien pu faire, bon, la communauté va discuter entre elles et va dire bon, est-ce que tu veux rester membre de la communauté ou pas, quoi. Mais pour l'instant, ça n'a pas du tout été un frein. Et encore une fois, il y a 5 collaborateurs chez nous, en tout cas. Et il y en a qui prennent le relais, d'autres, si jamais il y a des tâches qui peuvent être faites par le collaborateur en question. Ok. On a une question de Laurent. Quid de l'intégration de la problématique environnementale ou écologique dans un process qui jusqu'à présent est basé majoritairement sur le volet économique? Y a-t-il d'ores et déjà des réflexions ou évolutions en ce sens? Alors, chez nous, il y a eu une intégration dans une communauté de ce volet-là, du volet RSE, sur la communauté qui, chez nous, s'appelle la communauté communication. Et la question a été soulevée et la décision a été prise par la communauté, sans consulter le CODIR, que dorénavant, l'animation que nous faisons au travers de goodies, etc., se ferait uniquement sur des achats socialement responsables et écologiquement responsables. Donc, ça a été intégré dans cette communauté-là. Après, sur les autres communautés, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de lien très facile à voir entre leurs tâches et des visions écologiques ou socialement responsables. Mais en tout cas, oui, ça a été intégré en tout cas dans une communauté. Clément, est-ce que tu… Ouais, alors j'ai parlé du waste to value pour le cas de notre entreprise thaïlandaise là. Hein. Donc en fait, quelque part, on peut peut-être décorréler la notion des communautés et ensuite comment ces dispositifs sont instrumentalisés, sont mis en œuvre dans les entreprises. Et d'une certaine manière, à chaque fois qu'une entreprise a des préoccupations écologiques, je pense que assez naturellement, comme c'est souvent des sujets très transverses, et ben ça se porte très bien au travers des dynamiques de communauté, pour peu, encore une fois, que ce soit inscrit dans une stratégie. Alors, est-ce qu'il y a des cas inverses où ça pourrait être des initiatives portées? Alors, le cas d'Edouard montre qu'il peut y avoir si je comprends bien son exemple, des situations où c'est pas porté dans une stratégie, c'est vraiment amené par la communauté, par la sensibilité finalement des acteurs de la communauté. Moi, à un petit perso, en tout cas, j'ai relativement peu d'exemples de ce cas-là. J'ai plutôt des exemples de situations où des entreprises, du coup, portent des enjeux de RSE, des enjeux environnementaux dans leur stratégie et donc délèguent une part ou même la totalité de ce périmètre-là à leur dynamique de communauté. Ok. On a une question de Laurent. Alors, Edouard, tu as plus ou moins répondu. Comment se fait le lien entre les communautés et le reste de l'entreprise? Je suppose que là, on parle de communication. Indépendamment de ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire de newsletter, de redescendre CODIR, etc., pour les associés, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les communautés se nourrissent énormément de l'avis, de sondages auprès de l'ensemble des collaborateurs.
elles ont énormément sollicité les collaborateurs du groupe sur les sujets qu'elles veulent traiter, parce que au final, les communautés servent les collaborateurs, entre autres. Encore une fois, ils ont énormément interrogé les collaborateurs. Donc, il y a un lien assez permanent qui se fait quand même entre les communautés et les collaborateurs. Clément, des choses à rajouter sur cette partie communication? C'est vrai que tu ne l'as peut-être pas forcément évoqué dans ton retour d'expérience. Alors, de communication entre les communautés ou plutôt de communication? C'est plus des communautés vis-à-vis du reste de l'entreprise, parce que je trouve que tous les collaborateurs n'étaient pas intégrés dans ces communautés et que ça peut créer, finalement, des fois, tout à l'heure, on parlait beaucoup de transversalité, mais on peut finalement créer aussi, je pense, des silos en créant des communautés. C'est peut-être aussi un des risques, en se disant c'est pas toujours évident. Tout regroupement de personnes implique un clivage pour moi, de toute façon. C'est-à-dire qu'on est dedans ou au dehors de quelque chose. Donc forcément, que ce soit transversalement ou verticalement, on crée forcément une notion de clivage, en tout cas une différence entre ceux qui sont dans et hors d'une communauté en particulier et bien sûr du dispositif en général. Dans le cas de l'entreprise thaïlandaise, il y a un travail très très intense de communication qui est fait autour du dispositif, donc pour promouvoir le dispositif. Alors, quand 80% des salariés participent, évidemment que la propagation sur la question de l'existence déjà du dispositif et de ses effets et de ce que les gens vivent au sein de ce dispositif se fait très naturellement au travers de l'expérience des salariés. Et puis il y a un travail effectivement quand même qui est fait avec, c'est presque d'ailleurs un des seuls outils qu'ils utilisent, c'est assez marrant, c'est une démarche qui est très peu outillée, qui est beaucoup plus ritualisée qu'outillée. Et dans les outils, il y a quand même un outil qui permet de reporter en fait à l'ensemble des salariés de la réalisation en fait des actions, des projets et la transformation des projets potentiellement en filiale par exemple, qui est portée par une direction de la communication qui dépend de la direction de l'innovation. Et par contre, j'ai un exemple contraire, c'est-à-dire que j'ai dans une autre entreprise, auquel je pense, une grande entreprise, qui a créé un dispositif d'innovation qui est participatif, qui génère 22 000 idées par an et qui en réalise 10%, donc ce qui est incroyable, quoi, c'est énorme. Il y a 33% des salariés qui participent à cette dynamique d'innovation participative. Et on pourrait se dire, et le résultat donc, qui est contrôlé, donc c'est le contrôle de gestion qui donne cette vision des choses, c'est que pour 12 millions d'euros investis dans les projets portés par ce dispositif d'innovation participative, le retour sur investissement, c'est 650 millions d'euros. Donc ça en fait en plus l'activité la plus rentable du groupe en question. Et ben pour autant, je pense que ce dispositif est un échec, en tout cas sur un certain nombre de plans, et notamment sur le plan de l'engagement des collaborateurs, parce que justement la communication autour du dispositif fonctionne pas très bien, et en même temps c'est dur de les en blâmer parce qu'ils sont quand même face à une masse d'idées à traiter qui est absolument considérable, mais du coup ils ont des latences qui sont très longues, ils ont beaucoup de mal à revenir vers les personnes qui portent ces idées, etc. Et donc ce défaut de communication, il génère beaucoup de désengagement auprès des collaborateurs. Et donc si on sonde les collaborateurs de ce groupe pour savoir ce qu'ils pensent du dispositif d'innovation participative, eh ben, ils vont nous donner une vision très négative de dispositif, très désengageante. Et donc, ça fait aussi partie, à mon avis, des écueils ou en tout cas des points de vigilance à avoir quand on crée ce type de dynamique. C'est qu'il faut mettre le dispositif de communication à l'échelle de la dynamique qu'on a créée. Et ça, c'est dur à prévoir. Je pense qu'ils n'avaient jamais imaginé qu'ils généraient 22 000 idées par an. Donc, ça rend responsable, en fait... Et quelque part, il y a un asservissement à penser du dispositif à sa réussite qui n'est pas toujours facile à assumer. Top, merci. Merci pour vos réponses. On va arrêter là. Je vois l'heure qui tourne, 12h29. Il nous reste une petite minute pour clôturer. Je voulais en tout cas
remercier nos deux invités, voilà, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait ces retours d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Voilà, que vous avez appris plein de choses et surtout que ça vous a donné envie, voilà, soit de lancer des communautés, soit de redynamiser vos communautés en interne. Un grand merci à vous, en tout cas, qui nous avez suivis. Merci, Lise. Je voulais vous faire part... C'était ma première série de webinaires. Le prochain, d'ailleurs, je vous passe l'information. Je vous donne rendez-vous le 10 juin à la même heure, 11h, 12h30, pour le prochain webinaire. Donc là, ce sera sur les communautés de pratique. Comment impulse-t-elle le changement dans une entreprise, avec Philippe Bonnet, que j'ai vu là, qui était parmi les participants aujourd'hui, qui est donc responsable de la transformation collaborative chez Manitou, et Émilie Quignot-Calmet, qui est la responsable formation et transfo digital à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Donc, je vous invite à suivre la page LinkedIn d'Animaneo pour avoir toutes les informations et vous inscrire. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Ce fut un plaisir, en tout cas, de faire ce premier webinaire avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.